Vous est-il déjà arrivé de sortir au lever du soleil, le cœur déjà pressé par la journée, et de sentir, en une seconde, que quelque chose ne va pas? Pas un petit souci, pas une vis manquante, mais un vide énorme. Un vide qui vous serre la gorge. Imaginez, c'est la période la plus importante de l'année. La fenêtre est courte. Chaque heure compte. Vous avez tout préparé, les plans, les équipes, les trajets, les réglages. Vous avancez comme un métronome, parce qu'en agriculture, quand le moment arrive, on ne repousse pas à demain. Et là, vous arrivez sur le chemin gravillonné, près du hangar, vous posez votre café, vous levez les yeux, et vous réalisez que la machine n'est plus là. Pas décalée. Pas déplacée. Plus là du tout. Et la seule explication, c'est un papier collé, comme une gifle administrative, signé par une association de quartier, persuadée d'avoir le droit de tout décider, même au-delà de ses limites. Ce matin-là, je n'ai pas seulement compris que quelqu'un m'avait fait un coup. J'ai compris que cette personne venait de déclencher quelque chose de bien plus grand qu'elle, et qu'elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je m'appelle Mathieu Delaunay. Depuis presque 10 ans, je vis au bord d'un lotissement très organisé, très propre, très fier de ses règles. Une de ces communautés où l'on discute de la hauteur des haies, de la couleur des volets, de la taille des décorations saisonnières, et où certains se prennent pour des autorités officielles. Ma ferme touche leur territoire. Une haie, un fossé, des piquets. Rien de spectaculaire. Pendant longtemps, on s'est ignoré. Moi, je cultivais. Eux, ils faisaient leur repas en plein air, leurs discussions de voisinage, leurs réunions interminables. Chacun son monde. Et franchement, ça m'allait. J'ai toujours pensé qu'on pouvait vivre côte à côte sans se marcher dessus. Je n'avais aucun intérêt à entrer dans leurs histoires. Mon travail est déjà assez exigeant. L'agriculture, c'est une succession de décisions, de météo, de réparations, de risques. On n'a pas besoin d'un conflit en plus. Le problème, c'est que tout a changé le jour où Madame Lenoir est devenue présidente de leur association. Madame Lenoir, je l'avais déjà croisée. Toujours bien habillée, toujours la posture droite, toujours un sourire qui ressemble à une barrière. Mais quand elle a obtenu ce titre, c'est comme si quelque chose s'était allumé dans sa tête. D'un coup, elle ne parlait plus comme une voisine. Elle parlait comme une juge. La première fois, ça m'a presque fait rire. Elle a commencé avec le bruit. Un matin, je trouve un message dans ma boîte, vos animaux font trop de bruit tôt. Cela perturbe la tranquillité. Je n'ai même pas répondu de façon sèche. J'ai expliqué. J'ai proposé des ajustements. J'ai été cordial. Ensuite, elle a trouvé un autre angle, l'esthétique. Mes silos, dit-elle, dégradent la vue. Mes bâtiments cassent l'harmonie. Mes chemins ne sont pas présentables. À chaque fois, je rappelais la même chose, calmement, Madame, vous êtes sur une frontière. Mes installations sont sur mon terrain. Je respecte les règles agricoles et les normes locales. Votre association n'a aucune autorité ici. Mais elle n'entendait pas le mot frontière. Elle n'entendait que le mot au pouvoir. Et plus je restais poli, plus elle s'imaginait que je finirais par céder. Puis est arrivée la saison des récoltes. Cette année-là, je travaillais surtout sur mon champ du Nord. Un grand terrain agricole qui s'étend comme une courbe autour du lotissement. On pourrait presque croire, de loin, que le quartier est encerclé par les cultures. Et évidemment, ça agaçait certains. Ils voulaient des jardins, des pelouses, des vues bien nettes, pas des rangées de plantes et des engins. Ce champ du Nord est particulier. Il n'est pas juste un champ. Il fait partie d'un programme de production agricole encadré, avec des délais précis. Quand une période de récolte est ouverte, c'est simple, on travaille. On ne joue pas avec le calendrier. On ne provoque pas de retard. On avance. Le premier matin, j'étais dans la cabine, concentré, le regard sur les rangées. L'air était frais. Le soleil montait doucement. La radio jouait bas. J'avais cette sensation rare, celle où tout semble aligné. Et je me suis surpris à penser, peut-être que cette année, elle va me laisser tranquille. Le deuxième jour, j'ai vu une silhouette au bord de la haie. Madame Lenoir. Bras croisés. Carnet rigide. Stylo prêt. Comme si elle se préparait à inspecter une zone militaire. Je me suis arrêté. J'ai coupé le moteur. Je suis descendu.
J'ai levé la main, pour rester cordial. Elle n'a pas levé la sienne. Elle a crié, à travers la haie, avec un ton sec, vous violez les standards de tranquillité de la communauté. Votre équipement cause une expérience visuelle perturbante. Je suis resté figé une seconde. Une expérience visuelle perturbante. Je crois que j'ai souri malgré moi. Parce que c'était tellement absurde, tellement théâtral, que j'ai dû me retenir de rire. Je lui ai répondu calmement, « Madame, ce terrain n'est pas régi par votre association. C'est une zone agricole. Vous n'avez pas compétence ici. » Elle a serré les lèvres. Puis elle a dit, comme si c'était une évidence, « C'est dans notre champ de vision. Donc ça nous concerne. » Voilà. C'était sa logique. Si elle voit, elle décide. Si elle n'aime pas, elle interdit. Je lui ai répondu sans agressivité, « Vous regardez une machine de travail, pas une menace. Nous sommes en pleine récolte. Nous n'allons pas arrêter parce que ça ne vous plaît pas. » Elle n'a pas reculé d'un millimètre. Elle a répété les mots aux valeurs des maisons, harmonie, environnement familial, comme si ces termes étaient des lois. J'ai fini par remonter dans la cabine. Je n'avais pas de temps à perdre. La récolte n'attend pas qu'une personne se sente satisfaite. Ce soir-là, comme d'habitude, j'ai garé la machine sur le chemin gravillonné près du hangar. Exactement au même endroit où je stationnais depuis des années, dans la zone prévue. J'ai verrouillé. J'ai fait mon tour. Et je suis rentré. Je me suis dit, demain, elle enverra un message, elle fera son théâtre, et ce sera fini. Je me suis même permis d'en parler à Hugo, un voisin du lotissement qui déteste les réunions de l'association. Il a soufflé, fatigué, elle se prend pour une reine. Un jour, elle va tomber. Je n'imaginais pas à quel point il avait raison, et à quelle vitesse. Le lendemain matin, je suis sorti avec mon café. J'ai marché vers le hangar. J'ai levé les yeux, et mon ventre s'est serré. Là où la machine devait être, il n'y avait rien. Le chemin était vide. Le gravier était marqué de grandes traces de pneus qui partaient vers la route de service. Le silence était étrange, comme si le terrain lui-même retenait son souffle. J'ai d'abord pensé à une erreur, une intervention, un déplacement autorisé. Mais personne ne m'avait appelé. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. Aucun message. Puis j'ai vu un papier collé sur un poteau, près du hangar. Une note imprimée, bien propre, avec un vocabulaire qui se voulait intimidant, signalement de matériel abandonné de retrait effectué pour sécurité du voisinage. J'ai éclaté de rire, un rire bref, nerveux. Parce qu'une partie de moi refusait d'y croire. Et ensuite, la vérité a frappé, net. Madame Lenoir l'avait fait. Elle avait fait enlever ma machine. Et à cet instant précis, au lieu de me mettre en colère, j'ai souri. Parce qu'elle croyait avoir déplacé un objet gênant, alors qu'elle venait de toucher à quelque chose de bien plus sérieux, quelque chose encadré, enregistré, surveillé. Et ce qu'elle ignorait, c'est qu'avant midi, elle n'allait plus faire face à moi. Elle allait faire face à des gens qui ne portent pas de carnet de quartier, mais des badges officiels. Elle allait faire face à des gens qui ne portent pas de carnet de quartier, mais des badges officiels. Je suis resté un instant immobile, le papier encore dans la main. Le genre de seconde où votre cerveau tente de replacer le monde dans l'ordre et n'y arrive pas. Puis j'ai inspiré lentement, et j'ai fait ce que j'aurais dû faire immédiatement, j'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé un ami. Je n'ai pas appelé un avocat en panique. J'ai appelé la personne qui suit mon dossier de production, celle qui connaît exactement les délais, les parcelles et les contraintes. Quand il a décroché, je n'ai pas tourné autour. Bonjour. On vient d'enlever une machine essentielle pendant la période de récolte. Sans autorisation. Et j'ai une note d'une association de quartier. Il y a eu un silence. Pas un silence vide, un silence lourd, chargé de sérieux. Vous êtes sûr? Oui. Il ne reste que des traces de remorquage. Ne touchez à rien. Ne déplacez rien. Prenez des photos. Et restez disponible. On arrive. Je me suis mis à photographier les traces, le chemin, la note. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien exagéré. Juste, des preuves claires. Le gravier écrasé. Les marques. Le papier. Puis j'ai senti la colère monter, mais une colère étrange, froide, contrôlée.
Parce que plus j'y pensais, plus je réalisais l'ampleur de l'absurdité, enlever une machine lourde, au cœur d'une récolte, sur une zone agricole, juste parce que ça gêne la vue. Il fallait une audace incroyable, ou une ignorance totale. Et Madame Lenoir avait les deux. À peine une heure plus tard, j'ai vu arriver le premier véhicule sur la route de service. Blanc, propre, discret. 2 personnes sont descendues, une inspectrice et un agent de conformité. Tous les deux calmes. Tous les deux déjà en mode procédure. Ils m'ont salué, ont observé les traces, ont demandé la note. L'inspectrice l'a lu, a levé les yeux vers moi, et a dit, posément, d'accord, on va documenter. Ils ont pris des photos sous plusieurs angles. Ils ont noté l'heure, l'endroit précis, l'accès, l'état du terrain. L'agent de conformité a ouvert une tablette, a vérifié des références, puis a demandé, la machine avait des identifiants enregistrés? Oui. Tout est déclaré. Bien. Je sentais qu'ils comprenaient déjà que ce n'était pas un simple conflit de voisinage. Leur langage était différent. Leur façon de regarder le sol, les distances, les chemins, c'était méthodique. Et puis, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, un 3e véhicule est arrivé, une voiture locale, avec un représentant chargé d'appui sur le terrain. Pas là pour faire peur, mais pour garantir que tout reste calme et conforme. En moins de 2 heures, mon hangar n'était plus seulement mon coin de ferme. C'était un lieu d'intervention administrative, avec des notes, des photos, des échanges officiels. Et moi, au milieu, je sentais une chose très simple, Madame Lenoir avait déclenché un mécanisme qui ne s'arrête pas parce qu'on s'excuse. Vers midi, je l'ai vue apparaître. Elle avançait sur le chemin, depuis la haie, comme si elle venait faire son entrée en scène. Sa veste bien visible, son carnet sous le bras, son pas rapide. Elle avait cette posture qu'elle adore, le menton un peu levé, la certitude dans les épaules. Elle n'a pas vu les véhicules tout de suite. Et quand elle les a repérés, j'ai vu son visage changer. Pas de peur encore. Plutôt une surprise agacée, comme si quelqu'un avait osé occuper son territoire. Elle s'est approchée et a lancé, sèchement, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» L'inspectrice s'est tournée vers elle, sans agressivité. « Madame, nous devons comprendre pourquoi une machine enregistrée et active pendant une période agricole a été retirée sans autorisation. » Madame Lenoir a cligné des yeux, puis s'est redressée, comme si elle voulait reprendre l'avantage. Elle était près de notre limite. Nous l'avons considérée comme une nuisance. Pour la sécurité et la tranquillité. L'agent de conformité a demandé calmement, « Vous avez demandé un remorquage ?» Oui. Bien sûr. C'était nécessaire. Auprès de quelle société? Elle a hésité. Une microseconde. Puis elle a donné un nom. L'inspectrice a pris une note. D'accord. Et sur quelle base pensez-vous avoir autorité sur ce point de stationnement? Madame Lenoir a serré la mâchoire, puis a sorti sa phrase magique, c'est dans notre champ de vision. Donc cela affecte notre communauté. L'agent de conformité a penché légèrement la tête, comme quelqu'un qui vient d'entendre une logique inventée. Madame. Le champ de vision n'est pas un critère juridique. La compétence se définit par des limites, pas par des yeux. Je me suis retenu de sourire. Pas par méchanceté, mais parce que la scène était irréelle. Elle essayait d'utiliser les mêmes arguments que dans une réunion de quartier, face à des personnes dont le travail consiste à appliquer des textes clairs. Madame Lenoir a tenté d'interrompre, de reprendre la parole, de parler plus fort. Mais l'inspectrice a levé la main, très simplement, et a dit, nous allons mesurer. Et ensuite, nous verrons. Ils sont allés jusqu'à l'emplacement. Ils ont utilisé un outil de mesure, puis une vérification de position. Ils ont comparé avec une carte officielle. Tout était précis. Tout était factuel. Rien n'était une opinion. Quand ils ont terminé, l'inspectrice a regardé Madame Lenoir droit dans les yeux, « Madame, cet emplacement n'est pas dans votre zone de compétence. Nous sommes ici sur une zone agricole opérationnelle. Votre association n'a aucun pouvoir sur ces décisions. » Madame Lenoir a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Comme si les mots ne trouvaient plus la sortie. Je me suis avancé, calmement. Je vous l'ai dit. Plusieurs fois. Ce champ est encadré. Je travaille ici dans un calendrier précis. Elle m'a lancé un regard qui mélangeait colère et humiliation.
Un regard de personne qui découvre que le monde ne tourne pas autour d'elle. L'agent de conformité a demandé, avez-vous des preuves écrites de votre décision? Un message, une annonce, une consigne? Madame Lenoir a tenté de jouer la carte du flou. C'était une décision de sécurité, enfin, la communauté, mais l'inspectrice a ajouté, tout ce que vous dites peut être consigné. Soyez prudente. Et là, chose incroyable, son carnet a glissé un peu sous son bras. Son stylo a tremblé. Ce n'était pas un tremblement de froid. C'était l'apparition de la panique. Les agents ont conclu la visite en me disant, nous allons contacter la société de remorquage. Nous allons demander les documents. Et nous reviendrons vers vous. Si vous avez des images, ou une caméra sur la machine, vérifiez. Une caméra. Et soudain, j'ai eu un déclic. Ma machine est équipée d'un système d'enregistrement. Je l'utilise surtout pour vérifier certaines manœuvres, certaines trajectoires. Mais je n'y pense pas tous les jours. Le soir même, j'ai récupéré la carte de données associée à l'enregistrement. Je l'ai branchée. J'ai fait défiler. Et là, j'ai vu. Le camion, la chaîne, les gestes. Et elle, Madame Lenoir, clairement visible, en train d'indiquer où accrocher, de se placer, de faire un signe pour qu'on la photographie, comme si elle posait pour un trophée. Le son était net. Et à un moment précis, on l'entend prononcer une phrase qui m'a fait éclater de rire, un rire incontrôlable, tellement c'était absurde, comme ça, il comprendra qui décide ici. Je me suis assis. J'ai essuyé une larme. Pas de tristesse. De rire. Parce que ce n'était pas seulement une erreur. C'était une confession. J'ai transmis la vidéo à l'agence, exactement comme on me l'avait demandé. Et dans la foulée, on m'a confirmé une chose importante, la société de remorquage qu'elle avait appelée n'était pas qualifiée pour ce type de matériel. Aucun cadre adapté. Aucune procédure adéquate. Ça voulait dire que son coup de force n'était pas juste mal placé. Il était aussi dangereusement mal exécuté. Le lendemain, une convocation a été envoyée pour une déclaration. Et dans le lotissement, les choses ont commencé à bouger. Des messages, des murmures, des voisins gênés. Certains ont commencé à me regarder autrement, comme si, tout à coup, ils comprenaient que je n'avais jamais été le problème. Je me suis dit, maintenant, elle va s'arrêter. Mais 3 jours plus tard, je recevais une enveloppe officielle. Et quand j'ai lu le contenu, j'ai compris que Madame Lenoir était incapable de reculer sans tenter une dernière attaque. Mais 3 jours plus tard, je recevais une enveloppe officielle. Elle était épaisse, trop bien présentée pour être un simple courrier de voisin. Papier rigide. Tampon. Mention d'envoi recommandée. Le genre de lettre qui essaie de vous faire peur avant même que vous l'ouvriez. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, j'ai pris une gorgée de café, et je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, un courrier signé par un cabinet juridique local. Le ton était grandiose, presque dramatique. On me reprochait d'avoir causé un trouble émotionnel à la communauté, d'avoir perturbé l'harmonie du voisinage, et surtout, d'avoir provoqué une dégradation visuelle de l'environnement résidentiel. J'ai relu la phrase 2 fois, certain que mes yeux avaient mal lu. Une dégradation visuelle. Il prétendait que j'avais placé ma machine volontairement à un endroit provocateur, dans le but de créer une réaction. On m'accusait d'avoir intentionnellement nui aux habitants, récoltants. Et la demande finale était encore plus incroyable, on exigeait que je cesse toute activité agricole dans une large zone proche du lotissement, comme si une association privée pouvait étendre ses règles sur des terres agricoles qui ne lui appartiennent pas. Je suis resté là, lettre en main, bouche entr'ouverte, puis un rire m'a échappé. Pas un petit rire. Un vrai rire, franc, incrédule. Parce que ce courrier ne ressemblait pas à du droit. Il ressemblait à un texte écrit par quelqu'un qui croit qu'un vocabulaire compliqué suffit à créer une loi. Je suis sorti sur le perron, j'ai relu encore une fois, et j'ai pensé, elle n'a rien compris. Elle continue. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce que je fais toujours quand je suis face à quelque chose de tordu, je me suis accroché aux faits, aux documents, à la procédure. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau où l'agent de conformité passait régulièrement. Je lui ai tendu la lettre sans commentaire. Il l'a prise, l'a parcourue, puis a levé les yeux vers moi, comme si je venais de lui donner une blague. « C'est réel ?» a-t-il demandé. « Oui. » Il a secoué la tête, un sourire bref au coin des lèvres.
On dirait un jeu de phrases juridiques assemblées au hasard. Il a repris son sérieux, a posé la lettre sur son bureau et a dit « D'accord. Cette lettre, c'est une action supplémentaire. Donc ça rejoint le dossier. Et surtout, elle vient de mettre un cabinet dans une situation délicate. » Il a pris son téléphone. Il a fait un appel. Pas long. Très calme. Très précis. Quand il a raccroché, il m'a regardé et a lâché, « Si elle continue, ce ne sera plus une histoire de quartier. » Je suis reparti en me disant que, cette fois, elle allait forcément se calmer. Mais Madame Lenoir ne fonctionne pas comme une personne normale. Pour elle, reculer, c'est mourir. Alors elle a avancé, encore. 2 jours plus tard, j'apprends, par Hugo, que son cabinet juridique s'apprêtait à déposer une plainte formelle au tribunal local. Elle voulait transformer son théâtre en procédure officielle, persuadée qu'un juge allait la regarder et dire « Oui, madame, vous avez raison, une machine de récolte est une offense esthétique. » Je n'ai même pas répondu. Je me suis contenté d'attendre. Et c'est là que le destin a fait quelque chose d'ironie pure. Parce que la plainte, au lieu d'aller dans un circuit classique, a été automatiquement redirigée vers une chambre spécialisée, celle qui traite les litiges d'usage des sols, d'infrastructures rurales, de limites de zonage. Et le juge affecté à ces dossiers-là était un homme que je connaissais de vue. Pas un ami. Pas un contact. Juste une personne que j'avais déjà rencontrée dans un cadre officiel, plusieurs années auparavant, lors d'un groupe de travail local sur l'organisation des zones agricoles et résidentielles. Il savait qui j'étais. Il savait que je ne suis pas un voisin bruyant venu faire du bruit. Il connaissait la structure de mon activité, ma participation, mon sérieux. Le résultat ? La plainte a été stoppée avant même de prendre forme. Rejet immédiat. Sans audience. Sans débat. Et le juge a ajouté une recommandation écrite, il demandait à Madame Lenoir de cesser toute démarche supplémentaire tant qu'elle n'avait pas consulté une personne compétente en droit foncier, parce que, je cite l'idée, ce dossier révèle une incompréhension manifeste des limites de compétence. Quand Hugo m'a raconté ça, j'ai posé ma clé sur l'établi et j'ai soufflé, un peu sonné. Elle avait voulu m'intimider, et elle venait de s'exposer, officiellement, comme quelqu'un qui ne maîtrise rien. Et ce n'était pas fini. Le cabinet qui avait signé la lettre a pris ses distances. Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit entre eux, mais la conséquence a été immédiate, plus de courrier, plus de menaces formelles. Silence. Dans le lotissement, par contre, ça a explosé. Les habitants ont commencé à se parler. À se transférer des messages. À comparer des dépenses. Parce que pendant qu'elle jouait à la chef de guerre, Madame Lenoir utilisait aussi les ressources de l'association comme si c'était sa caisse personnelle. Des remboursements administratifs. Des dépenses d'urgence. Des paiements exceptionnels. Des décisions prises sans validation complète. Hugo m'a confié, un soir, à voix basse, je crois qu'ils ont découvert qu'elle avait fait payer une partie du remorquage au fond du quartier, et qu'elle a signé des trucs sans accord. Je n'ai pas sauté de joie. Parce que, encore une fois, mon but n'était pas de voir tout un quartier sombrer. Je voulais juste qu'on me laisse travailler. Mais la réalité, c'est qu'elle avait embarqué tout le monde dans sa croisade, et maintenant, tout le monde voulait sortir du wagon. Une réunion d'urgence a été organisée. Je n'y étais pas, évidemment. Mais depuis mon atelier, quand le vent porte bien, on entend parfois des échos, des voix qui montent, des phrases coupées, des portes qui claquent. Ce soir-là, j'ai entendu un mot prononcé plus fort que les autres, vote. Et le lendemain, son nom a disparu des communications officielles du lotissement. Plus de présidente Lenoir. Juste. Présidence intérimaire. Hugo m'a envoyé un message, simple, elle a été évincée. Je me suis assis sur une botte de paille, j'ai regardé les champs, et j'ai pensé, enfin. Sauf que, je connais le genre de personne qu'elle est. Elle n'accepte pas une défaite. Elle prépare toujours une dernière manœuvre. Et comme pour me le confirmer, quelques jours après, en fin d'après-midi, je l'ai aperçue à nouveau, au bord de la haie. Le carnet était encore là. Le téléphone collé à l'oreille. Son bras pointait vers mon champ, comme si elle dessinait une carte d'invasion. Et là, j'ai compris qu'il était temps de sortir une carte que je gardais dans ma poche depuis un moment. Une carte que je n'avais pas voulu utiliser, parce qu'elle pouvait toucher tout le monde. Mais si elle continuait, je devais protéger mon travail et ma propriété.
Cette carte, c'était un morceau de terre discret, que presque personne ne remarque. Le chemin principal qui mène à l'entrée du lotissement, la bande de gravier entre la route publique et leur portail, ce ruban que tout le monde emprunte sans y penser. Ce chemin ne leur appartenait pas. Je l'avais acquis légalement, récemment, via une transaction propre. Et leur droit de passage reposait sur une autorisation à renouvellement régulier. Une autorisation qui venait d'expirer. Je n'avais pas voulu en faire une arme. Pas contre des familles. Pas contre des voisins qui n'avaient rien demandé. Mais si Madame Lenoir voulait continuer à se croire au-dessus des limites, alors il fallait que le monde lui rappelle une chose très simple. Les frontières existent. Et elles s'imposent, même à ceux qui crient le plus fort. Les frontières existent. Et elles s'imposent, même à ceux qui crient le plus fort. Après sa destitution, j'ai cru que Madame Lenoir allait enfin se faire oublier. Vous savez, ce genre de disparition prudente, quand quelqu'un comprend qu'il est allé trop loin. Mais non. Chez elle, l'orgueil avait une seconde vitesse, la mise en scène. Tout est reparti d'un simple message d'Hugo, un matin. Elle prépare un truc, m'a-t-il écrit. Et quoi encore? Un événement. Un grand. Ils appellent ça. Journée de l'harmonie au point. Rien que le titre me faisait sourire. Quand on annonce l'harmonie avec des affiches, c'est rarement parce qu'elle existe déjà. Hugo m'a montré le tract quelques heures plus tard. Tout était soigneusement présenté, musique, stand, jeux pour enfants, dégustation, concours familial, des mots rassurants, bien propres, bien calibrés. Et surtout, en bas, une phrase qui sonnait comme un discours, une célébration pour rassembler notre communauté. Je n'avais aucun problème avec l'idée d'un événement familial. Au contraire. Les gens ont besoin de se retrouver. Mais je connaissais la vraie motivation. Madame Lenoir voulait prouver qu'elle comptait encore. Qu'elle pouvait attirer des regards. Qu'elle pouvait transformer une humiliation en triomphe. Et puis, je l'ai remarqué, le lieu. La place verte du lotissement, leur grand espace central. Et l'accès principal? Par le même chemin de gravier, celui dont le statut dépendait désormais d'un cadre que je contrôlais. Je me suis assis dans mon atelier avec le tract, et je me suis demandé, est-ce qu'ils ont seulement vérifié? Est-ce qu'ils ont seulement posé une question? La réponse, je la connaissais déjà. Non. Ils avaient pris l'habitude de croire que tout leur appartenait, simplement parce qu'ils l'utilisaient. Comme si le fait de passer dessus chaque jour transformait un terrain privé en propriété collective. Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et c'est encore moins comme ça que les procédures fonctionnent. Je ne voulais pas bloquer des familles. Je ne voulais pas punir les enfants. Alors j'ai choisi une voie neutre. Administrativement propre. Humainement logique. J'ai déposé une déclaration de période d'usage sensible ou pour la route d'accès, pendant la saison de récolte. Le genre de document qui existe pour éviter les accidents et gérer le passage d'engins lourds. Ce n'était pas une invention. Ce n'était pas un piège. C'était une option légale, prévue pour ce type de voie. Conséquence, les résidents continuent d'entrer et de sortir normalement. Mais les prestataires, les camions, les livraisons volumineuses, doivent être signalés et autorisés. Et devinez ce qui fait vivre un festival? Pas les sourires sur un tract. Les prestataires. 2 jours avant l'événement, la notification est partie, tout véhicule commercial entrant sur cette voie devait disposer d'une autorisation temporaire validée en amont. Je n'ai refusé personne. Je n'ai pas envoyé de menaces. Je n'ai pas appelé le quartier. Je me suis contenté de laisser la procédure suivre son rythme, ce rythme lent, précis, impitoyable, que Madame Lenoir adorait utiliser contre les autres, mais qu'elle détestait subir. Le matin de la journée de l'harmonie, le ciel était clair. Je me suis levé tôt, comme toujours. Et j'ai observé. Le premier camion est arrivé vers la fin de matinée. Un véhicule avec du matériel de fête. Il s'est engagé sur le chemin, puis s'est arrêté devant le panneau temporaire qui rappelait la règle « Accès commercial réglementé ». Le chauffeur est descendu, a regardé, a soupiré. Il a passé un appel. Puis un autre. Quelques minutes plus tard, un second camion s'est présenté. Même scénario. Ils se parlaient entre eux, gesticulaient, regardaient la montre. Et pendant qu'ils perdaient du temps, la tension montait au lotissement. De mon côté, je préparais autre chose.
Pas une compétition. Pas une provocation. Simplement, une journée ouverte, rustique, familiale, sur une zone qui m'appartient et qui est accessible par un autre accès rural autorisé. Une journée de récolte tranquille, des démonstrations de matériel, des visites, des jeux simples, des produits locaux, de la musique douce. Le genre d'événement où les gens se sentent accueillis, sans avoir l'impression d'entrer dans un théâtre. J'avais invité quelques voisins agriculteurs. Quelques familles rurales. Et même Hugo, évidemment. Tout était propre, sûr, adapté aux enfants, sans excès, sans débordement. Juste, de la vie. À midi, au lotissement, les choses se dégradaient. Madame Lenoir était sur place, je l'ai vue de loin, près de leur espace vert. Elle portait une tenue impeccable, comme si elle allait poser sur une photo officielle. Elle parlait vite, faisait de grands gestes, tentait de donner l'impression que tout était sous contrôle. Mais un événement sans prestataire, c'est comme une scène sans acteur. Les stands n'étaient pas installés. Une tente flottait mal attachée. 2 bénévoles essayaient de brancher une enceinte. Des enfants demandaient où étaient les jeux promis. Et c'est là que le vent a fait son travail. Parce que de l'autre côté des champs, chez moi, on entendait la musique. On entendait les rires. On sentait même, porté par l'air, l'odeur du maïs grillé et des petites gourmandises simples. Rien d'exagéré. Juste assez pour être irrésistible. Au début, les habitants ont juste regardé par-dessus la haie. Puis quelques-uns ont demandé à Hugo, qui était du lotissement, « C'est quoi, là-bas » Et Hugo, avec un sourire que je connais bien, a répondu, « Une journée ouverte. C'est familial. C'est tranquille. Vous pouvez passer. » Alors les premières familles sont venues. À pied, d'abord, par le passage le plus simple. Je les ai accueillis avec un signe de tête, un sourire, sans commentaire. Je n'avais rien à prouver. Je voulais juste que tout se passe bien. Et plus les minutes passaient, plus le lotissement se vidait. Vous auriez dû voir la scène, d'un côté, une journée de l'harmonie qui ressemblait à une fête annulée à la dernière minute, de l'autre, une petite journée agricole qui respirait la simplicité. La comparaison faisait le reste. Madame Lenoir l'a compris au bout d'une demi-heure. Je l'ai vu traverser le chemin en direction de la haie, accompagné de 2 membres du conseil intérimaire. Eux avaient l'air gênés, presque désolés. Elle, par contre, était une tempête contenue. Elle s'est plantée près de la clôture, a levé la voix, « Vous détournez nos invités. Vous sabotez notre événement. » Je me suis approché, sans vitesse, sans nervosité. Je lui ai répondu calmement, assez fort pour être entendu, « Mon événement est autorisé, déclaré et ouvert. Le vôtre dépend de prestataires qui n'ont pas anticipé les autorisations de passage. Ce n'est pas un sabotage. C'est une procédure de sécurité. » Elle a voulu rire d'un rire sec, comme pour minimiser. « Vous jouez au petit chef, maintenant ?» J'ai gardé le même ton, « Non, madame. Je gère un accès privé selon les règles. Ce sont des faits, pas une humeur. » Elle a serré les poings. « Je vais appeler les autorités. » Et là, le hasard, encore une fois, a été délicieux. Parce qu'un agent local, présent pour surveiller le stationnement et la circulation invité officiellement pour la sécurité se trouvait déjà près de mon entrée. Il discutait avec un voisin, tranquille, sans tension. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Madame Lenoir. Je n'ai même pas eu besoin de répondre. Elle a compris en voyant l'uniforme. Pendant quelques secondes, elle est restée bloquée. Comme si son scénario venait d'être déchiré. Derrière elle, les familles continuaient d'avancer, doucement, naturellement. Pas pour la punir. Juste parce que chez moi, il y avait quelque chose de vrai, et chez elle, il y avait du vide. Le plus dur pour elle, ce n'était pas que je gagne. C'était que personne n'ait besoin de la contredire. Le monde la contredisait tout seul. Elle a fini par tourner les talons, raide, en marmonnant quelque chose que je n'ai pas cherché à entendre. La journée s'est poursuivie chez moi dans le calme. Les enfants riaient, les parents discutaient, on faisait attention à tout, on restait dans un cadre propre. Rien de polémique, rien d'agressif. Et le soir, quand les dernières familles sont parties, Hugo est venu me voir. Il avait ce regard qu'on a quand on se sent enfin soulagé. Ils l'ont vu, m'a-t-il dit. Et qui? Tout le monde. Ils ont compris que ces histoires n'apportent que du trouble. Je pensais que ce serait la fin. Vraiment.
Mais dans l'ombre, Madame Lenoir préparait encore une dernière tentative. Pas une réunion. Pas un tract. Une démarche administrative directe, elle voulait faire déclarer la route. Et public. Et là, j'ai compris que je devais verrouiller définitivement la situation, proprement, sans violence, sans humiliation inutile, mais avec une règle claire et finale. Et là, j'ai compris que je devais verrouiller définitivement la situation, proprement, sans violence, sans humiliation inutile, mais avec une règle claire et finale. Le lundi matin, mon téléphone a sonné pendant que je vérifiais une liste de travaux. Un numéro administratif. Une voix calme, professionnelle. Oh bonjour monsieur Delaunay. Ici le bureau des voies rurales. Nous vous appelons au sujet d'une demande déposée concernant le statut de la route d'accès menant au lotissement voisin. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, et j'ai soufflé doucement. Je savais déjà qui était derrière. La voix a continué, une personne demande l'étude d'un reclassement en voie publique, au motif que de nombreux résidents l'utilisent quotidiennement. J'ai répondu sans colère, sans ironie. Juste, factuel, je comprends. Mais cette route est privée, enregistrée comme voie de service agricole. Et j'ai déjà engagé une procédure de servitude encadrée pour l'usage résidentiel, avec accès sécurisé. On m'a demandé si je pouvais passer au bureau avec mes documents. J'y suis allé le jour même. J'avais tout, plan, titre, tracé, historique, et surtout, la copie de la proposition de servitude que j'avais envoyée au lotissement. Dans une salle simple, j'ai étalé les papiers. La responsable a parcouru les pages, a pris quelques notes, puis a posé une question qui m'a presque fait sourire. Le lotissement a-t-il signé l'accord? Le conseil, oui, la majorité, oui. J'ai marqué une pause. Mais la personne qui a lancé cette demande refuse de signer. Elle a hoché la tête, comme quelqu'un qui comprend immédiatement la mécanique, ce n'était pas un besoin collectif, c'était un geste d'orgueil. Le bureau a été très clair, un reclassement en voie publique n'est pas un caprice. Il faut des conditions strictes, des enquêtes, des obligations d'entretien, des intérêts généraux démontrés. Et surtout, cela ne se fait pas pour régler une rancune. À la fin, la responsable a posé son stylo et a dit « Votre solution de servitude encadrée est raisonnable. Nous la validons, à condition que les termes soient clairs, sécurité, accès des résidents, passage des services essentiels, et limite de responsabilité. Nous vous accompagnerons sur la mise en place. » Je suis sorti de là avec une sensation étrange, non pas de victoire, mais de soulagement. Parce que quand l'administration dit oui, ce n'est pas une émotion, c'est une fermeture de porte. Une porte que Madame Lenoir ne pourrait plus forcer avec des phrases. La mise en place s'est faite sans théâtre. Une équipe est venue installer un système simple, un portail discret, un clavier d'accès, une signalisation claire. Rien d'agressif. Rien d'humiliant. Juste une phrase sobre, lisible par tout le monde. Voie privée à statut agricole, accès résidentiel autorisé selon servitude. Le conseil du lotissement a distribué les codes aux résidents. Les familles ont été rassurées. Tout le monde pouvait continuer de vivre normalement, entrer, sortir, recevoir des services. Les prestataires, eux, devaient annoncer leur venue selon les règles, ce qui évitait les surprises en pleine période sensible. Et là, tout s'est passé comme je l'avais prévu. Les habitants ont signé. Presque tous. Rapidement. Parce que la majorité voulait la paix, pas la guerre. Mais Madame Lenoir, elle, a refusé jusqu'au bout. Elle a envoyé un long message au conseil, accusant tout le monde de capituler, parlant de pression, de chantage, inventant des mots pour expliquer pourquoi sa fierté devait gouverner la réalité. Sauf que la réalité ne vote pas. La réalité s'applique. Le jour où le portail a été activé, les résidents sont passés sans problème. Code. Bip. Ouverture. Simple. Madame Lenoir, elle, n'avait pas de code. Elle a dû utiliser l'autre sortie secondaire, une route plus longue, plus irrégulière, qui rallongeait chaque trajet. Personne ne l'y obligeait, il suffisait de signer l'accord comme tout le monde. Mais elle préférait perdre du temps plutôt que d'admettre qu'elle s'était trompée. Hugo m'a raconté, plus tard, qu'on l'entendait parfois se plaindre dans le quartier, en disant que c'était une injustice. Mais même ceux qui l'écoutaient, ne répondaient plus vraiment. Le silence est la forme la plus froide du désaccord. Les semaines ont passé. Le lotissement a retrouvé un rythme normal.
Le nouveau conseil a arrêté les tracts agressifs. Les réunions ont cessé d'être des tribunaux. Les habitants ont recommencé à saluer sans se crisper. Et un matin, Hugo est venu avec une nouvelle courte, presque chuchotée, « Elle vend ». Je n'ai pas ressenti de joie. Juste, une fin logique. La vente s'est faite discrètement. Pas de grande annonce, pas de fête de départ. Un panneau, puis des visites rapides, puis un camion un jour gris. Le jour où elle est partie, je l'ai vue de loin, près de son véhicule. Elle ne portait plus ses couleurs voyantes. Plus de carnet. Plus de posture. Seulement, une fatigue visible. Le camion des déménageurs, lui, avait demandé un accès temporaire, comme tout le monde. Tout était propre. Professionnel. Respectueux. Madame Lenoir est montée dans sa voiture. Elle a attendu que le portail s'ouvre pour le camion, puis elle a dû attendre encore, parce que sans code, elle ne passait pas par là. Elle a pris l'autre sortie. Plus longue. Plus silencieuse. À un moment, avant de disparaître, elle s'est arrêtée une seconde. Elle a regardé, à travers les branches, le champ au loin, et elle est repartie sans se retourner. Et voilà. Pas de cri. Pas de dernière confrontation. Juste la fin d'une illusion d'autorité. Cette histoire m'a appris une chose simple, certaines personnes ne comprennent pas les limites tant que ces limites ne sont pas écrites, mesurées, validées. Elles pensent que parler plus fort suffit. Que la conviction remplace le droit. Que le regard donne la propriété. Mais au bout du compte, ce qui tient, ce n'est pas le ton. C'est la vérité. La patience. Et des frontières respectées. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Comment avez-vous trouvé notre histoire? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation où quelqu'un a voulu imposer ses règles, sans comprendre les limites, et où tout s'est retourné contre lui? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires, je lis vraiment tout. Et si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, si elle vous a fait réfléchir ou simplement sourire, pensez à liker, à partager et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne, et ça nous permet de vous raconter encore plus d'histoires, avec des émotions, des surprises et une fin qui fait du bien. Fin.